Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on va faire de l'impro, de la comédie, on va essayer en tout cas, mais au service de l'entreprise. C'est souvent un peu compliqué de faire rentrer l'improvisation dans l'entreprise. On va en parler avec Loïc Collin, membre de la troupe d'improvisation EEUX. Il sera notre invité. Le grand entretien, on va parler des écoles, des mastodontes, diriger un poids lourd de l'éducation supérieure dans un contexte, il faut le dire, tendu. On en parlera avec José Milano, il est le président du groupe Omnes Éducation. Il sera notre invité. Pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, favoriser l'insertion professionnelle des personnes réfugiées. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, on en parlera avec Ghislaine Yerso, elle est représentante de l'association Les Petits Débrouillards, vice-présidente de la plateforme RSE. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Si je vous dis faites de l'impro, faire de l'impro, dans l'entreprise on se dit oh là 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 là, mais non on ne fait pas d'impro. Et bien justement on va en faire peut-être avec Loïc Collin. Bonjour Loïc. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes comédien, membre de la troupe d'improvisation E. Absolument. Alors vous avez plusieurs activités, un vrai travail de comédie, je crois c'est au Palais des Glaces. Ah, on n'est plus au Palais des Glaces, on est au Studio des Champs-Élysées. Studio des Champs-Élysées, vous avez été longtemps au Palais des Glaces. Absolument. Studio des Champs-Élysées, c'est votre troupe, c'est de l'impro, c'est un moment de joie total, de bonheur aussi pour le public. Et puis, chapitre 2 et deuxième versant, vous vous déplacez dans l'entreprise, on est bien d'accord? Absolument. Juste un mot quand même, vous auriez pu rester sur les planches, face au public, et vous éclater parce que c'est un vrai bonheur. Pourquoi avoir voulu basculer aussi et apporter votre contribution au monde de l'entreprise? Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Je crois que le premier c'est le parcours. C'est-à-dire que finalement au sein de l'équipe, donc de la compagnie, on est de nombreux ingénieurs, on est de nombreux docteurs, on a tous eu un parcours en entreprise finalement avant de venir embrasser cette profession de comédien improvisateur. Et ensuite il y a une deuxième raison, c'est que au-delà du plaisir que l'on peut prendre nous sur les planches à improviser, on a l'intime conviction que, par essence, l'improvisation en matière notamment d'attitude, de compétences douces, comme on dit, les soft skills, en fait, a toute sa place dans l'entreprise et on pourrait presque même dire un peu plus loin dans toute forme de vie personnelle. Évidemment. Mais voilà, c'est selon nous un outil extrêmement intéressant à travailler. Loïc, on va parler de l'entreprise, ça c'est les images de Chaos, c'est ça hein? Absolument. Là c'est sur scène et ça c'est au théâtre, au Studio des Champs-Élysées, on est d'accord, ça ouais. C'est votre spectacle. Juste un mot sur la technique, parce que là il y a de l'impro, il y a du jeu, c'est un choc quand vous allez en entreprise et que vous expliquez aux personnes, et vous leur donnez j'imagine des thèmes comme on fait dans les impros. Allez-y, faites-le. Et c'est quoi? Ça bloque ça... C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Là, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça, c'est peut-être la fin de ce qui pourrait être une intervention, une formation. Vous y allez progressivement? On y va progressivement. D'accord. En fait, ce qui est intéressant avec l'improvisation, c'est surtout les outils et les exercices, les jeux qui existent, avec lesquels on arrive à travailler un certain nombre de choses, comme la gestion du stress, l'innovation, le sens de l'écoute active, tous ces genres de choses. Et en fait, on amène progressivement les gens à co-construire des petites histoires ensemble. Et donc leur histoire, parfois, leur parcours. Absolument. Vous touchez les décideurs parce qu'on a souvent des collaborateurs qui viennent ici, qui en off nous disent « Oh, mon patron, c'est pas possible, quoi. Il impacte pas, il raconte pas. » C'est un enjeu fort quand on dirige une boîte. Que absolument, de raconter, c'est essentiel. Savoir raconter son histoire, savoir toucher les gens dans leur cœur, tout en arrivant à avoir de l'impact et en restant crédible auprès des gens qui potentiellement seraient là pour investir, c'est effectivement quelque chose qui se travaille. Et je pense que de plus en plus de décideurs aujourd'hui se font accompagner sur la prise de parole en public. Et évidemment, c'est une manière de former en entreprise qui est assez généraliste. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir, et c'est ce qu'on fait nous, par exemple, toucher des conducteurs de bus jusqu'à des grands dirigeants, jusqu'à des managers intermédiaires ou des top management. À chaque endroit, à chaque maillon de la chaîne, on a une plus-value, je pense. Et j'imagine des moments de
comme une fleur qui tout d'un coup qui s'ouvre et qui se révèle, parce qu'il y a des personnes qui doivent se révéler, qui doivent dire mais c'est tellement génial de faire comme ça et d'oublier un peu le process et des mots de vocabulaire parfois hyper techniques, un peu jargonneux. J'imagine que vous devez le vivre ça quand vous êtes en formation. Ah oui, on voit vraiment effectivement, cette image est très belle, mais ce sont des fleurs qui s'ouvrent et puis il y a même parfois des gens qui découvrent de nouvelles vocations et qui rejoignent la troupe. Et qui ne rejoignent pas la troupe, mais en tout cas qui se mettent effectivement de manière plus assidue à l'improvisation. Je crois que c'est le grand avantage de l'improvisation, c'est que c'est difficile d'improviser tout seul et il faut être plusieurs pour avoir des bonnes idées. Et ça, je crois que c'est un message qui passe extrêmement bien et qui est extrêmement intéressant dans la capacité à co-construire des solutions nouvelles, des solutions innovantes, à apprendre à changer collectivement ensemble, à faire face aux changements. Et s'adapter aussi, parce que l'impro, c'est l'adaptation aussi. C'est la gestion de l'imprévu. Et on vit aujourd'hui dans un monde qui est profondément chaotique, profondément bouleversé, et on fait des interventions sur cette gestion de l'imprévu auprès des masters, MBA, HEC, auprès de Natixis, auprès de... Bon, voilà. Mais c'est passionnant parce que c'est aussi l'obligation pour l'autre de se connecter. L'improvisation ne marche et ne fonctionne que parce que je me connecte à vous. L'un des points clés de l'improvisation, c'est effectivement l'écoute active et la valorisation de son partenaire. À partir du moment où on valorise notre partenaire, on rend son propos important et on lui donne sens. Et c'est une manière aussi qui permet en tant que manager de gérer un peu ses équipes de manière... D'avoir ce jeu aussi. D'avoir ce jeu, absolument. Est-ce qu'il y a un vrai problème chez le manager qui regarde, qui scrolle son téléphone pendant qu'on parle. Enfin, c'est des sujets que vous devez avoir à l'oreille, ça, de gens qui vous disent « j'ai pas d'interconnexion », quoi. Et ce que je crois fermement, c'est que l'improvisation, c'est aussi un outil de formation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'on va arriver à... Parce que finalement, les sujets qu'on touche sont des sujets qui sont largement abordés en matière de formation. La spécificité, là, c'est de les aborder à travers l'improvisation, qui est une mise en pratique et qui permet réellement, je pense, de favoriser la prise de conscience des collaborateurs et la mise en pratique par l'expérience et donc l'incorporation progressive. Parfois, quand on parle d'écoute active, les gens se disent « bah oui, mais enfin, c'est du bon sens ». Mais entre dire que c'est du bon sens et être capable... Et le vivre. Et l'expérimenter. Et l'appliquer, souvent, il y a quand même une marge de travail à faire et l'improvisation le permet, de manière à la fois bienveillante et ludique. Donc c'est passionnant, et c'est une porte d'entrée très originale, je trouve, pour toucher des collaborateurs, parfois un peu repliés sur eux-mêmes. Merci Loïc Collin, on a vu ces images. Théâtre, atelier des Champs-Élysées. Studio. Le studio des Champs-Élysées. C'est pas très loin d'ici. C'est pas très loin. Et c'est du lundi au mardi à 20h au studio des Champs-Élysées. Bah voilà. Le spectacle s'appelle Chaos. Chaos. Allez voir Chaos. Il y a Loïc Armel Collin. Je vous ai appelé Loïc sans avoir cité Armel. Merci, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Également. On tourne une page, le Cercle RH, notre débat. Et j'accueille mes invités, mon invité, car c'est un grand entretien pour parler des enjeux d'une grande école tournée vers l'international. On en parle justement avec son directeur général. Le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui pour parler éducation, formation, accompagnement des étudiants à travers une grande école, un grand groupe, le groupe Omnes. Et on accueille José Milano. Bonjour José Milano. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Je vous ai affublé du titre de directeur général, mais vous êtes le président de ce groupe, puisque Omnes est un groupe d'écoles, 15 écoles en France et à l'étranger. En France et à l'étranger. Combien de collaborateurs au sein du... 2000 collaborateurs, 4500 enseignants vacataires. Avec des étudiants en contrôle continu, des alternants... Ça fait 45 000 étudiants et apprentis. Et puis, c'est 80% en activité en France et 20% à l'international. Alors, José Milano, entrons dans le sujet parce que moi qui rencontre évidemment beaucoup de monde et notamment des patrons d'école, c'est un peu honnêtement chez vous, entre collègues, parce que vous parlez, c'est tempête sous les crânes, parce que le gouvernement annonce au projet de loi de finances que globalement il va réduire bien évidemment ce qui était versé par l'État, besoin évidemment de faire des économies, ce qui veut dire un manque à gagner pour les écoles, une réflexion économique pour repenser le modèle. Où est-ce que vous vous situez chez Omnes ? Est-ce que vous dites ça nous met en porte-à-faux, ça nous met en difficulté ou
nous, on est projeté vers l'international et nos projets vont continuer à avancer. Alors oui, on va continuer à avancer, mais peut-être un regard arrière sur qu'est-ce que l'apprentissage aujourd'hui. C'est-à-dire la loi de 2018 a libéralisé davantage ce champ, notamment en offrant beaucoup plus de possibilités aux jeunes et aux entreprises de signer des contrats d'apprentissage, pour faire simple. Donc on a globalement doublé le nombre, on est passé de 400 000 à 850 000, peut-être 900 000 cette année, avec beaucoup plus de gens qui font de l'apprentissage dans le supérieur. C'était absolument pas gagné. Vous vous souvenez, pendant longtemps, on s'arrêtait à Bac+2. C'est vrai. C'est très important parce que ça veut dire qu'on peut apprendre différemment. C'est bien pour le jeune. Ça permet à des classes plus populaires d'avoir des enfants qui vont dans l'enseignement supérieur. Globalement, on est passé de 10 à 23%. Chez nous, près de 30% des jeunes sont enfants d'ouvriers ou d'employés. Donc ça, c'est très positif. C'est du pré-recrutement pour les entreprises. Ça permet à des TPE ou des PME d'avoir des Bac+3, voire des Bac+5 qu'elles n'auraient pas attirés par ailleurs. Ça permet à ces entreprises de former des individus à côté d'une formation robuste. Donc, et de les intégrer aux peintures de guerre de l'entreprise. Donc c'est plutôt extrêmement positif. Il y a quelques ruptures, mais... un taux de rupture qui a progressé, faut le préciser. C'est vrai, on est à peu près à 28%, mais il est d'autant plus élevé que les milieux sociaux d'origine sont faibles, mais il est plus faible quand on monte dans l'enseignement supérieur. Et si on compare au malheur, aux chiffres des échecs à l'université dans des systèmes plus académiques, en fait, on est en dessous notamment sur les premières années où absolument. Il y a un écrémage très important. Absolument. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc c'est plutôt quelque chose qui est ancré aujourd'hui, qui fonctionne. C'est à peu près 17 milliards de dépenses, tout compris, avec deux poches en fait. L'aide aux entreprises, qui est celle que l'on envisage de réduire, et puis le paiement des coûts de formation. Faut comparer à d'autres pays. On a 1,3 million apprentis en Allemagne, ça coûte 23 milliards. Qui était toujours le pays qu'on prenait en modèle quand on voulait faire... Par étudiant, on dépense encore aujourd'hui moins que l'Allemagne. 84% des étudiants en Suisse, après l'équivalent du baccalauréat, vont en apprentissage. Le patron d'UBS, qui est une des plus grandes banques mondiales, il est apprenti. Donc c'est pour vous dire que ce modèle-là, il est extrêmement vertueux et il est considéré dans d'autres pays comme étant aussi vertueux que le système classique. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il ? Il faut faire des économies, on est très conscient de ça. Il y a deux éléments. On peut réduire l'aide aux entreprises, c'est ce qui est envisagé. Ça va se passer probablement. On verra. C'est vrai que ce sera un peu plus compliqué. On va y venir parce qu'il y a un débat sur le reste à charge qui sera peut-être laissé... Si les entreprises considèrent qu'il y a un service, parce que, par exemple, elles ont des demandes particulières, parce que vous leur offrez des apprentis dans différentes disciplines, parce que vous avez des élèves apprentis dans des écoles d'ingénieurs qui manipulent l'IA, les entreprises sont prêtes à payer dès lors qu'elles ont un service en face. Et puis un autre aspect qui pour l'instant n'est pas touché, mais que nous souhaitons voir ouvert, c'est la question du paiement des coûts de formation. Donc on en revient bien à ce débat du reste à charge. Non, alors là c'est vraiment ce que prend en charge la collectivité. D'accord, ok. Et là on se retrouve avec d'une école de management à l'autre des écarts de 70% pour le même diplôme, d'une école d'ingénieur à l'autre des écarts de 68% d'une école à l'autre. Qu'est-ce qui se passe Bon, le mécanisme est pensé. La création de valeur est pas la même. En fait, on pénalise ceux qui sont mieux gérés, ce qui est un peu, pour faire simple, qui est un peu bizarre. Donc si on pouvait simplifier ce système, ça permettrait aussi de faire des économies. Un mot quand même, sans noircir le tableau, et on voit votre optimisme et la volonté de porter l'utilité de l'apprentissage, et on l'entend. Je lis en même temps que certains évoquent que par les transformations, les changements de gouvernement, les incertitudes, les problèmes de budget, certains disent l'apprentissage est en grand danger et on le capera exclusivement, comme ça se faisait avant, pour les métiers techniques jusqu'à BTS. Et qu'après, les entreprises n'auront qu'à embaucher directement le salarié ou le prendre en stage. Est-ce que cette petite musique, vous l'entendez aussi ? Je pense que ce serait regrettable, parce que ça voudrait dire qu'on reviendrait à quelque chose qui était l'époque d'avant. C'est ça. L'outil de production français, globalement, il doit être positionné sur des métiers à valeur ajoutée. Quand on dépense autant d'argent sur des investissements du type France 2030 ou l'industrie 4.0, on a besoin d'hommes et de femmes bien formés en face de cet investissement. Aujourd'hui, l'apprentissage contribue à avoir ces formations qui correspondent aux besoins. On a un niveau d'intégration qui est meilleur sur le marché du travail, des niveaux de rémunération qui sont supérieurs quand on vient de l'apprentissage. Ce serait une grande régression. Donc, je me place du point de vue du bon sens. Vous militez en tout cas pour la pérennité du système. En tout cas, si on a une lecture en termes de rentabilité publique, y compris sociale du système, c'est extrêmement positif. Maintenant, je suis conscient qu'il faut trouver les moyens de faire des économies.
Juste un tout petit mot, parce qu'on va se projeter sur les projets et le caractère international, parce qu'il y a aussi cette volonté d'aller changer de continent, attirer d'autres étudiants, et ça c'est très important. Le reste à charge, qui est un vrai sujet, il existe déjà dans votre école ou dans vos écoles, donc il y a déjà un reste à charge. Est-ce qu'il peut augmenter? Est-ce qu'il peut être dissuasif aussi? Parce qu'il faut que les étudiants aient envie de venir rejoindre vos écoles. C'est plutôt un dialogue avec les entreprises. On a des entreprises fidèles, on a 80% des entreprises qui acceptent donc qui ont moins de 50 salariés. Et quand on a une récurrence, quand on a une relation de confiance, quand il y a du service, on arrive à raisonnablement leur demander du reste à charge. Sur la suite des projets du groupe Omnes, l'avenir, c'est quoi? C'est l'international? Parce que est-ce que c'est ça la porte de sortie potentielle au risque que l'apprentissage... L'Allemagne a vécu, il y a quelques années, une chute démographique considérable, qui a été plus que compensée par l'arrivée d'étudiants internationaux et une langue qui était beaucoup moins rayonnante que le français, et même si aujourd'hui on a aussi beaucoup de formations en anglais. Donc évidemment, nous sommes, avec l'ensemble de l'enseignement supérieur, public ou privé, prêts à accueillir davantage d'étudiants internationaux. Il y a des pays qui sont très émetteurs aujourd'hui sur le marché mondial, comme l'Inde, donc ça c'est extrêmement intéressant. Il y a des pays qui se ferment, comme le Canada, la Grande-Bretagne, ce qui sont aussi des opportunités pour nous, très clairement. Je précise, pour ceux qui nous regardent, ça veut dire pas exclusivement faire venir des étudiants, mais c'est implanter vos campus dans ces pays. C'est les deux. Historiquement, c'est plutôt d'accueillir. Mais aujourd'hui c'est implanter. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une stratégie d'exportation, et d'ailleurs nous allons faire une annonce à la fin du mois de novembre en Afrique, et donc on va s'implanter avec 4 de nos écoles à Abidjan, donc avec toutes les autorisations locales et d'ailleurs du sous-continent. Côte d'Ivoire. Absolument, parce que c'est... pays très dynamique sur le plan économique. Économie florissante et démographie importante. C'est aussi du soft power français, de la langue française, et c'est soit des futurs cadres africains en Afrique, ça peut être aussi des prolongations d'études dans un deuxième temps en France, ou ailleurs dans nos campus. Juste un détail au président et aux techniciens. Ça veut dire on s'adapte au modèle éducatif d'Abidjan ou on importe notre modèle... Alors les deux. C'est-à-dire qu'il y a encore une valeur, et c'est très bien d'avoir des diplômes ou des titres français à l'export, si je puis dire. Et en même temps, je pense qu'il faut que ce soit des systèmes de formation très collés à la demande locale, à la fois du point de vue des étudiants et des entreprises. Et donc ça veut dire que ça doit être piloté avec des experts locaux et avec une ingénierie qui est une ingénierie de support, mais on doit avoir des écoles qui sont adaptées à leur écosystème local. Un petit mot, peut-être que vous n'êtes pas directement concerné, mais il y a aussi un petit coup de froid sur le CPF. Et certaines écoles sont impactées par cet enjeu parce qu'il y a des formations où on demande aux collaborateurs, si tu veux te former et suivre la formation Omnes, prends sur ton CPF. Vous le ressentez, ce espèce de coup de frein ou ce manque de connaissance des salariés de l'utilisation de leur CPF? Est-ce que vous le vivez? Alors, on le voit sur les produits d'entrée de gamme, mais quand vous faites un Bac+5 avec un très beau contenu, en fait, c'est pas un frein parce que les gens savent que c'est un investissement. Mais sur l'entrée de gamme, c'est-à-dire des personnes qui ont une hésitation, préfèrent le garder sur le compte. Sur des formats courts, sur des choses qui sont plus ponctuelles, oui, effectivement, ça a un impact. D'ailleurs, c'est voulu comme tel. L'Afrique, donc vous nous avez fait l'annonce en exclusivité sur le plateau de Smart Job, et je vous en remercie. Ça veut dire transporter, je mets des guillemets, des formateurs, des experts venus de France, où vous allez vous appuyer sur l'écosystème d'Abidjan et du pays. C'est plutôt la deuxième option. Donc s'appuyer sur les experts. Parce que je pense que c'est ça qui a du sens, mais évidemment avec une sélection, avec une formation de formateurs qui sera assurée par nos spécialistes. Je m'adresse à vous, vous y êtes allé évidemment. La France a encore une belle image, parce qu'on a vu quand même la France reculer dans les pays dits francophones. Est-ce que lorsqu'on implante une école, on se dit ça a une valeur ajoutée? Je pense qu'il faut raisonner localement, et je pense que la France a encore des atouts, et en tout cas nous on est modestement porteurs de ces atouts dans notre métier, dans ce pays-là, et évidemment dans tous les pays de la sous-région, parce qu'il y a une homogénéité. Ils ont fait leur Europe à eux avant nous, c'est-à-dire qu'il y a les diplômes sont reconnus dans tous les pays de subsahariens. L'Afrique francophone. Voilà, ce qu'on appelle le CAMES, absolument. Un petit mot avant de nous quitter, la Chine, parce que c'était une forme d'Eldorado pour beaucoup d'entrepreneurs. Je pense aux vignerons, je pense à l'automobile, je pense à l'aviation. Enfin, est-ce que des groupes comme le vôtre se disent, les Chinois, ce pays incroyable, pourrait aussi accueillir des campus bras ouverts? Alors nous, on accueille des Chinois, on fait des formations à distance pour des Chinois.
L'exportation dans un pays qui n'a pas le même dispositif d'état de droit que nous, c'est une interrogation. Donc on est prudent sur la Chine, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, votre objectif, là, dans les mois qui viennent, avec l'annonce que vous allez faire, j'imagine officiellement, dans les médias, même si vous nous l'avez donné en exclusivité, c'est le développement sur le continent africain. C'est l'Afrique, c'est l'Europe, toujours, et c'est probablement aussi le Moyen-Orient. Juste avant de nous quitter, j'ai vu que vous étiez très centré sur l'intégration de l'IA, oui. L'IA générative. Oui. Il y a double sujet. Il y a le fait que Omnes intègre l'IA générative dans son groupe. Oui. Et puis il y a le fait d'accompagner des étudiants. Est-ce que vous avez une très forte demande, à la fois des entreprises et des étudiants qui vous disent on veut se former à l'IA générative? Les élèves ingénieurs, les 4000 de l'école, le CE, qui est notre école d'ingénieurs, sont formés cette année à l'IA. 20 000 des 40 000 étudiants de l'ensemble du groupe sont formés à la donnée et un certain nombre d'entre eux iront plus loin vers la Donc un tronc commun de base. Le tronc commun du monde d'aujourd'hui tel qu'on le perçoit pour tous nos diplômés, c'est de l'international autant que faire se peut, de la RSE, de la data et on a près de 10 000 étudiants qui suivent un autre cursus que le leur, complémentaire. Donc vous faites de la finance ou du marketing, vous pouvez faire de la cybersécurité. Vous êtes en cybersécurité, vous pouvez faire de la géopolitique. Merci José Milano, président d'Omnes. C'est une question qui me brûle les lèvres depuis le début de notre échange. Quand je vois votre parcours, la majeure partie de votre carrière s'est faite dans l'assurance. Ouais. Et vous avez comme ça renversé la table pour partir dans l'éducatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Envie de changer d'air? Non, la finance, ça structure et c'est des très belles écoles. Et puis j'ai eu des postes en France et à l'international qui étaient assez orientés vers les ressources humaines. Notamment, j'étais patron de la formation d'un grand groupe en 3 lettres. Et donc, je gérais 6004 dirigeants. C'est comme ça que la passerelle s'est faite. Et en fait, j'achetais les prestations de services pour ces gens-là. Donc, c'est comme ça que j'ai connu ce marché-là. Mais de l'autre côté, du côté de l'entreprise. Et là, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. Miroir, absolument. Exactement. Merci José Milano de nous avoir rendu visite. Merci pour cette information importante dans le développement du groupe Omnes. 15 écoles en Europe. Ouais. Et on l'entend. Une 16e en Afrique. Et une 16e en Afrique, à Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. On salue les Ivoiriens parce qu'ils nous regardent sur Internet. Merci de nous avoir rendu visite pour ce grand entretien. On tourne une page, c'est le livre de Smart Job et j'accueille tout de suite mon invité, c'est Fenêtre sur l'emploi et on parle des réfugiés. Fenêtre sur l'emploi pour parler des réfugiés, de leur accueil évidemment, mais aussi de leur intégration professionnelle. On va en parler à l'occasion de la sortie d'un rapport de la plateforme RSE. France Stratégie, qui est une très belle institution, favoriser l'intégration professionnelle des personnes réfugiées, sujet central. Guylaine Hierceau, ravi de vous accueillir. Enchantée. Représentante de l'association Les Petits Débrouillards, on va en parler parce que ce rapport est fait avec plusieurs acteurs, dont vous, Guylaine Hierceau, des Petits Débrouillards. On va en parler dans quelques instants, et vous êtes la vice-présidente de cette plateforme RSE. Vous avez donc porté avec 4 autres interlocuteurs ce travail. L'idée, c'est quoi? C'est que nous accueillons des personnes, ou des personnes viennent d'elles-mêmes en ayant traversé l'Europe et le monde. Quel est l'esprit? Non, l'esprit, je rappelle que c'est des réfugiés, personnes réfugiées, donc c'est le droit d'asile. Donc c'est un statut déterminé. De la Convention internationale de 51, donc il y a obligation par les États d'accueillir et en même temps d'intégrer. Le problème, comme vous l'imaginez, l'intégration est souvent difficile. Et en ce moment, nous avons une progression des personnes réfugiées, notamment d'Afghanistan, l'Ukraine, du Soudan et de Syrie. D'Ukraine aussi? D'Ukraine, bien évidemment. Les Ukrainiens, d'ailleurs, ont eu un statut fait par la Commission pour l'Union européenne, un statut un peu privilégié, avec des dispositifs que nous souhaiterions, d'ailleurs c'est une de nos recommandations, que nous souhaiterions voir appliquer pour toutes les personnes réfugiées. Je rappelle extension Nous aimerions qu'il y ait extension, puisque ce qui a été faisable pour les Ukrainiens doit être faisable pour toutes les personnes réfugiées. Mais là, je parle bien des personnes réfugiées. Il y a une obligation internationale, c'est un statut, c'est le droit d'asile. Et elle représente à peu près aujourd'hui 500 000 personnes, un peu plus. Mais Guylaine Hierceau, c'est pour ça que le malentendu naissait dans ma question. Ces personnes qui traversent la Méditerranée, parfois meurent en Méditerranée, arrivent à mettre le pied sur le territoire français, n'ont pas automatiquement le statut de réfugié. Non, là, je parle bien. Ce rapport concerne bien les personnes réfugiées. Les Afghans, d'ailleurs, ne traversent pas la Méditerranée. En effet, ils traversent l'Europe. D'accord. Mais bon, les personnes dont je parle, comme les Ukrainiens, comme les Afghans, comme des Soudanais ou des Syriens, c'est compte tenu du conflit, de la situation du pays,
elles sont donc réfugiées, elles obtiennent un statut bien particulier qui a été défini, je le dis bien, par les conventions de l'ONU. des Nations Unies. Voilà. S'il y a un rapport issu de la plateforme et de France Stratégie, c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui ? D'abord, je rappelle, la plateforme, c'est un collectif de plusieurs acteurs, dont notamment les acteurs économiques, le monde associatif, le monde syndical, le monde des développeurs et le monde de l'enseignement. Comité 21, et l'institution. Le MEDEF, la CGT. Là, ça a été pour le rapport. Pierre Victoria a été l'animateur. Moi-même, j'étais co-rapporteur avec aussi le MEDEF et la CGT. Et donc, nous débattons, nous discutons. Là, en l'occurrence, c'est une saisine de la délégation interministérielle pour l'asile et l'asile des personnes réfugiées. Je dis bien personnes, hein. Des fois vous entendrez parler de réfugiés. Nous rappelons que ce sont des humains, et que c'est important de parler de personnes réfugiées. Ouais, donc, néanmoins, par rapport à votre question, on ne néglige pas les autres questions migratoires, mais là, ce sujet, l'intégration sur Focus, parce qu'on travaille beaucoup, alors, maintenant je le souligne, je fais partie du collectif associatif, c'est vraiment aussi les associations avec les collectivités locales, avec le national aussi, l'État. Il faut vraiment un partenariat pour réussir, et bien évidemment le monde de l'entreprise, pour réussir cette intégration. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour les réfugiés bénéficiant de ce statut de 51 ? Premièrement, vous savez que quand on doit rentrer dans un pays, il y a un problème déjà de linguistique. Donc, apprendre le français, c'est 400 heures en France, c'est 900 heures en Allemagne. Donc, il y a aussi des volontés, il y a des programmes qui ont été créés, comme le programme HOP, le programme sur les territoires aussi, différents programmes, je vais pas citer tous les acronymes, ce serait beaucoup trop long, mais il y a différents programmes qui existent, mais ils sont relativement restreints. C'est vrai que ça nécessite aussi, comme on le dit, donc je parlais de la langue, il y a aussi toute la connaissance culturelle. C'est un échange en plus. Hein. Et toutes les entreprises, d'ailleurs, je lisais tout à l'heure dans Le Monde, il y a Stellantis qui parle du programme HOP et d'autres programmes, et qui a besoin des personnes réfugiées pour justement des personnes réfugiées, j'allais dire des émigrés en l'occurrence, je me ramène sur les réfugiés, mais c'est des émigrés en général, et il y a un dispositif, le programme HOP, qui concerne plus particulièrement les personnes, le droit d'asile, et ces différents dispositifs qui existent, et c'est de la volonté des autorités françaises, devraient être élargis. Et il y a un problème de moyens financiers comme soulevant, et il y a un problème de vraie volonté de réelle intégration. Parce qu'aujourd'hui, 30% des personnes réfugiées sont au travail. Et là, il y avait une manne. Voilà. Et là, il y a une manne de personnes, souvent. Alors, toutes, elles ne sont pas forcément toutes diplômées, mais elles ont toutes des compétences. L'important, c'est qu'elles ont toutes des compétences. La culture, le partage, les entreprises qui utilisent ces personnes sont satisfaites, parce que Odile Ménanto, qui représentait le MEDEF, le précisait. Et je rappelle que moi, qui suis pour les associations... Les petits débrouillards. Les petits débrouillards, en l'occurrence, mais d'autres associations ont fait je pense à Singa, présidé par Benoît Hamon notamment, mais d'autres, Ichouane et tout, et c'est vraiment un partenariat de tous ces acteurs pour la réussite. Aujourd'hui, nous n'en parlerons pas sur le sujet, il y a des débats qui sont politiques et incompréhensibles, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, dans tous les pays européens, compte tenu de la démographie, on a besoin, et on l'a vu, et c'était encore dit, on l'a vu avec le problème même du nucléaire, on la voit et je vous dis, Stellantis qui fait, il y a eu cet article dans Le Monde notamment. Vous dites émigré d'ailleurs en parlant de Stellantis, là, vous avez utilisé le mot. Oui, le mot, oui, parce que c'est plus large. Là, j'ai l'honnêteté de dire que ça ne concerne pas que les réfugiés. Que les personnes réfugiées. J'entends bien. Mais le programme des personnes réfugiées est bien cité, le programme HOP. Dans la volonté de... Voilà. Et sur les territoires, il ne faut pas que j'oublie les territoires, les associations, les collectivités locales sont très impliquées. Les programmes qui sont faits avec, aujourd'hui, France Travail, avant c'était l'AFPA, France Travail et tout, il y a tout un tas de programmes pour justement favoriser cette intégration. Merci Guylaine Hierceau pour cette passion et ce rapport, cette étude, favoriser l'intégration professionnelle des personnes réfugiées, plateforme RSE, MEDEF, partenaires sociaux,
associations, les petits débrouillards, il faut les citer, toutes celles qui sont engagées sur le terrain dans des dispositifs d'accompagnement. Merci à vous, merci de nous avoir rendu visite et je rappelle que vous êtes la vice-présidente, Guylaine, de la plateforme RSE. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci et vous reviendrez nous parler de cette question des réfugiés plus longuement. Merci à vous, merci à Angèle à la réalisation, merci à Saïd au son aujourd'hui et merci évidemment à Nicolas Juchat, toujours là, fidèle au poste. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.